s'arrête l'après-cancer? Une grande question. J'ai pas la réponse. Je te le dis tout de suite. Et je pense que la réponse est différente pour tout le monde. Voilà, exactement. On a conscience qu'il y avait un avant et que là on est dans l'après, on n'est plus celui qu'on était et on n'est pas encore celui qu'on devient. Et puis les problèmes, la fatigue qui reste quand même extrêmement présente après les traitements. Et encore, on dit le mot fatigue, mais moi je dis toujours, je sais pas, on aurait dû inventer un autre mot. Parce que fatigue, c'est pas la fatigue qu'on connaît quand on est fatigué parce que ça fait 3 jours qu'on n'a pas dormi ou 2 jours. Enfin, c'est vraiment un épuisement physique, psychologique. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent, comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. L'après-cancer, tout un programme. Voilà comment s'appelle le livre que Gersande a coécrit avec Philippe Gourdin. Aujourd'hui, nous allons parler de ce livre qui offre une très belle prise de conscience de tout ce qui peut se passer après la maladie et mieux encore, il permet de se sentir moins seul dans cette espèce de période de transition où on n'est pas encore celui ou celle qu'on était avant et pas encore celui ou celle qu'on devient. Gersande parle d'une espèce de période de rupture, aussi de cette fameuse période de rémission. Quel mot ? Rémission. Si on l'entend d'ailleurs. Les médecins sont souvent très frileux à l'utiliser, et encore plus le mot guérison qui ne fait pas vraiment partie de leur jargon. Rémission. Espèce de laps de temps où on espère ne pas avoir de récidive. Alors aujourd'hui, soyons positifs, car il y a plein de solutions pour ce fameux après, ce post-cancer, et Gersande va nous en parler, mais avant cela, elle partagera un petit peu de son histoire personnelle. Je fais juste une petite parenthèse, je tiens à dire que ce podcast s'adresse également à toutes les personnes dont le cancer est devenu chronique. Elles se retrouveront très certainement dans tous les propos échangés aujourd'hui, même si elles ne sont pas concrètement dans l'après. Gersande a été touchée par un cancer du sein triple négatif et génétique. Elle est porteuse du gène BRCA1. Ses enfants étaient tout petits, sa fille ne marchait pas encore. Elle savait que le combat n'allait pas être facile. Je suis contente d'avoir pu échanger avec elle sur la fameuse prise de sang génétique à laquelle elle a eu accès et elle nous dit qu'il est important de se battre pour l'obtenir quand on a une maman, une grand-mère, une personne de la famille qui a été touchée par un cancer féminin. Et moi, je rajoute le cancer du pancréas aussi, qui est souvent lié. Cette prise de sang n'est malheureusement pas toujours proposée et donc il faut insister, mais il semblerait que les choses soient en train de changer et d'évoluer. Sa maman a eu un cancer des ovaires et de multiples récidives et elle a enfin eu la prise de sang génétique, mais entre-temps, donc avant d'avoir obtenu les résultats, Gersande a été diagnostiquée de son cancer du sein. Vraiment pas évident tout ça. Et merci Gersande de nous parler de tout cet aspect génétique. Il va sans dire que qui dit cancer génétique dit choix à faire. De lourds choix à faire. Enlever un sein, 2 seins, les ovaires, les trompes, l'utérus. Et quid si on n'a pas encore eu d'enfant ? Ce sont de lourdes décisions et Gersande nous en parle ouvertement. Elle n'était pas prête pendant 3 ans et aujourd'hui elle a fait le pas. Elle a décidé de procéder à une double ablation préventive et elle est vraiment ravie de son choix. Et c'est important de le dire car il y a bien souvent des témoignages négatifs. Elle tenait à ce que je dise qu'elle se sent libérée de cette épée Damoclès, doublement renforcée par la génétique, et que tout ce temps de préparation avec une psy, de longues discussions avec son chirurgien, des soins de support l'ont certainement aidé à bien intégrer ce choix et à l'accepter. Et puis, nous parlerons de l'après-cancer, en long et en large, à commencer par la sensation de vide, de l'entourage qui a tellement envie de tourner la page et qu'on passe à autre chose, et qui ne comprend pas vraiment qu'on est dans cette espèce de no man's land perturbant. Gersande a rejoint une association après son cancer, et c'est en discutant avec les patients qu'elle s'est rendue compte qu'il y a tant de non-dits sur l'après, que les patients ne savaient pas non plus très bien ce qui leur arrivait, qu'ils se sentaient parfois coupables parce qu'ils étaient censés être guéris de tout. Eh bien non. Ce livre permet de comprendre tout ce qui peut survenir après la maladie. Mais attention, ce n'est pas une fatalité et tout le monde n'a pas la longue liste des effets secondaires post-cancer. Loin de là.
Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est la prise de conscience. Se dire qu'on est loin d'être seul, que les symptômes ressentis sont normaux, mais j'ajoute tout de suite, c'est normal, mais il faut consulter. C'est important d'être acteur de son après-cancer et de ne pas se dire « les douleurs sont normales, les troubles sexuels sont normaux, les troubles cognitifs sont normaux et je ne fais rien ». Non, non, un grand non. Ce sont des choses qui peuvent arriver et il y a des spécialistes qui sont là pour nous aider à mettre des choses en place et trouver des solutions. Je suis heureuse qu'il y ait de plus en plus de maisons de l'après-cancer. Malheureusement, il n'y en a pas partout, elles sont souvent dans les grandes villes. Mais la tendance a l'air d'aller dans le bon sens et de plus en plus de maisons de l'après ouvrent. Je ne suis pas là pour faire la promotion de son livre, mais je tiens à dire que c'est grâce à des personnes comme Gersand et Philippe que la prise de conscience évolue, et grâce à tous les guerriers et guerrières qui font bouger les lignes et lèvent les tabous après leur maladie que les choses avancent. Ce livre est un énorme projet collaboratif car un paquet de personnes ont participé à sa réalisation, des patients, des médecins, des experts, et donc il y a tout un aspect scientifique éprouvé, bref, c'est du sérieux. J'en profite pour dire un petit mot sur Philippe qui nous a quittés en pleine réalisation de ce beau livre. Il a vraiment tenu à ce que ce projet aboutisse et je trouve que ce livre est un bel hommage. Merci à lui et un énorme bisou à sa famille. Merci aussi aux éditions InPress qui ont été très soutenantes dans toute cette épreuve. On parlera de la solitude, de cette foutue fatigue post-cancer. Gersand trouve d'ailleurs qu'on aurait dû inventer un nouveau mot pour exprimer cette fatigue, de l'atteinte à l'image corporelle, des troubles de la sexualité. Encore une fois, ce n'est pas une fatalité, il y a des solutions. Et je vous invite à écouter les autres podcasts sur la sexualité. On parlera des perturbations cognitives et des troubles de la mémoire, des troubles émotionnels et psychologiques qui sont souvent des conséquences de cette fameuse fatigue. On parlera de l'entourage, de retrouver sa place, mais pas que le malade. Le partenaire doit aussi retrouver sa place. Les enfants aussi. Tout le monde doit retrouver sa place. On parlera d'art-thérapie, de sport, bref, de plein de sujets. Mais il y a encore plus de sujets traités dans le livre. Et je terminerai par dire ceci. Consultez, consultez, consultez. La prise de conscience est une chose. Réaliser qu'on est loin d'être seul en est une autre. Mais après, il faut agir et devenir acteur de son après-cancer pour trouver des solutions pour gérer les dégâts collatéraux du cancer. Il y a un tas de spécialistes qui sont là pour nous aider. Merci à Gersand d'avoir ouvert son cœur, d'avoir écrit ce livre qui est une grande aide, de lever les tabous et de s'engager auprès des hommes et des femmes touchés par le cancer. Laissez traîner le livre partout et faites écouter ce podcast à vos proches, vos aidants, car l'après-cancer concerne tout le monde, aussi bien l'entourage que le malade. Dernière petite chose, je vous demande d'être un tout petit peu indulgent parce que le son n'est pas optimal, mais il est très bon quand même. J'avais oublié de brancher mon micro, alors voilà un petit trouble cognitif, des oublis quand il y a trop de choses à faire en même temps. Et nous aurons la présence aussi d'un petit chat tout à fait charmant. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Gersand. Bonjour Delphine. Merci 1000 fois d'avoir accepté de venir témoigner sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Un thème quand même très très important. Tout à fait. Alors, l'après-cancer, la question c'est, on va en parler, quand s'arrête l'après-cancer? Une grande question. J'ai pas la réponse. Je te le dis tout de suite. La réponse, et je pense que la réponse est différente pour tout le monde. Voilà, exactement. Alors, c'est vrai que les traitements sont souvent sur 1 an. L'après-cancer, on plonge dedans et puis ça peut être des années pour certaines. Tu vas nous parler évidemment de tout ce qui peut se passer dans l'après-cancer. Alors, j'avais quand même envie de commencer avec une petite pensée émue pour celles dont le cancer est devenu une maladie chronique. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment d'après-cancer ou alors c'est un espèce d'après-cancer qui dure vraiment longtemps. Donc, j'ai quand même toujours une pensée émue pour celles-là. Oui, et je pense qu'elles peuvent se retrouver aussi malgré tout dans tout ce dont on va parler. Exactement, parce que c'est peut-être un après-cancer qui dure vraiment très très longtemps. Alors la grande question, c'est retrouver sa vie d'avant ou devenir une autre soi-même. C'est vrai que quand j'entends oui, mais j'aimerais tellement retrouver ma vie d'avant. Et là, c'est vraiment la grande question dont tu vas nous parler. C'est là où on se dit, il va falloir commencer l'après. Il va falloir commencer l'après. Alors on va commencer le début avec on fait toujours ça voilà, tu vas nous expliquer parce que si je t'ai invité aussi, c'est parce que tu as écrit un livre absolument extraordinaire, mais tu es passé par là et je trouve que ça vaudrait la peine que tu nous expliques un peu ton histoire et pourquoi
tu as été amenée à écrire ce livre avec Philippe, dont on va parler aussi. Tu es passée par l'épreuve du cancer. Alors oui, j'ai eu un cancer avant mes 40 ans. J'avais 37 ans. Aujourd'hui, j'en ai 43. Donc tu vois, l'après est encore là. Voilà, j'ai 2 enfants. J'ai bientôt de 7 et 11 ans. Ils étaient tout petits quand donc ça a été assez compliqué, en tout cas l'annonce de la maladie. Ma fille ne marchait pas, donc là je me suis dit qu'effectivement je partais dans quelque chose d'assez complexe, mais comme beaucoup aussi malheureusement beaucoup de femmes. Donc moi j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein génétique, BRCA1 et triple négatif. J'avais découvert 2 boules dans mon sein, classique. J'ai l'impression que c'est souvent comme ça que ça se passe. Et moi, en les sentant, j'ai tout de suite su ce que j'avais. Voilà, sans doute parce que ma maman était déjà passée par alors pas le cancer du sein, mais le cancer des ovaires. Donc j'avais déjà entre guillemets baigné là-dedans, et je m'étais bizarrement toujours dit que sans doute, moi aussi, un jour, j'aurais peut-être un cancer, mais c'était pas quelque chose que j'avais en tête constamment, quoi. Et on t'avait jamais demandé de faire déjà la prise de sang pour voir si... Alors en fait, la prise de sang, non, parce que j'étais pas spécialement au courant. Juste ma mère, qui pourtant a eu des récidives multiples, en changeant de chirurgien et en ayant eu un chirurgien plus jeune, a fini par lui dire « Mais je comprends pas, vous avez une fille, on vous a jamais fait passer la prise de sang pour savoir d'où, effectivement, étant donné que c'était le cancer des ovaires, si c'était pas de nature génétique. » Il lui avait fait passer donc cette prise de sang. Donc ça faisait plusieurs mois qu'on attendait le résultat, et sauf que moi j'étais diagnostiquée entre-temps. Donc voilà, donc ça faisait 8 mois, oui, je crois qu'on attendait les résultats. C'est très très long. Donc ça a été aussi très compliqué pour elle quand elle a su pour moi, parce que moi je l'ai même su avant elle. C'est-à-dire que moi, quand j'ai senti les boules et qu'on est parti dans ce processus de faire biopsie, et puis et t'as pris de sang en fait. Alors donc tu as su que t'étais porteuse du gène avant elle en fait. Exactement. C'est fou. Donc voilà, c'était trop tard pour faire des opérations préventives. Qu'est-ce que tu conseilles alors on sort un peu du contexte, mais qu'est-ce que tu conseilles aux femmes justement par rapport à ça, par rapport à cette prise de sang, un cancer du sein, peut-être un cancer des ovaires et tout ça? Mais je pense qu'il faut surtout insister auprès des médecins, parce que bon, je pense que depuis il y a eu énormément d'évolutions, mais j'ai le sentiment quand même qu'on n'y a pas forcément tout accès, parce que ça coûte extrêmement cher, c'est pas automatique, et j'ai eu pas mal de femmes dans mon entourage qui se sont battues pour pouvoir avoir cette prise de sang, même si on estimait que non, c'était par rapport à ce qui c'était. Enfin, voilà, en fait, j'ai le sentiment que c'est un peu le médecin qui décide si oui ou non tu peux avoir accès à cette prise de sang. Et elle est extrêmement chère, donc j'en connais qui l'ont payée, et d'autres qui ont fait vraiment du forcing. Donc il faut pas hésiter effectivement à faire du forcing, ça libère quand même un poids, et puis ça permet d'anticiper pour celles qui ont des filles, tout simplement, quoi. Et est-ce que, en fait, je connais pas la situation en France, en Belgique aussi, c'est très, les généticiennes ne sont pas toujours d'accord. Après, il faut aller frapper à une porte d'un autre médecin qui est d'accord de le faire. Et je pense que c'était la même chose chez vous. Mais quand une maman a eu un cancer des ovaires avec des récidives et tout ça, ça rentre dans le cadre du remboursement quand même. Tout à fait, oui, tout à fait. Alors, cancer des ovaires peut-être, mais j'ai eu des patientes que j'ai rencontrées qui ont eu un cancer du sein et dont leur mère, leur grand-mère ont eu cancer du sein, ou dans la famille, mais c'est pas pour autant qu'elles ont eu le droit à faire cette prise de sang automatique. Donc voilà, je pense qu'il y a encore du travail à faire là-dessus. Du travail à faire là-dessus. Et puis, c'est pas parce que la mère et la grand-mère a eu un cancer du sein que c'est forcément génétique non plus. Forcément génétique non plus. Non. Et comment toi tu te situes par rapport alors à ta fille, parce que tu as une fille, hein? Alors c'est très compliqué parce qu'effectivement la première chose à laquelle j'ai pensé c'est ma fille. Bon, après elle m'a dit attendez, on va d'abord parler de vous. Mais effectivement j'y pense constamment, et j'espère qu'il y aura parce qu'aujourd'hui à l'époque on m'avait dit qu'elle pouvait pas faire cette prise avant 30 ans. J'imagine que depuis, je me suis pas non plus spécialement renseignée parce que j'ai pas envie d'être focus là-dessus. Je pense qu'on pourra le faire avant, mais voilà, j'ai ce souvenir affreux je lui avais dit mais comment je vais faire par rapport à ma fille. Elle m'avait dit le conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de faire en sorte que votre fille ait des enfants assez tôt. J'avais trouvé ça totalement aberrant pour pouvoir peut-être faire effectivement les opérations préventives, etc. Parce que moi, j'ai retiré aussi, j'ai fait une annexectomie, j'ai retiré mes ovaires et des trompes. Moi, j'avais déjà 2 enfants, mais voilà, je sais qu'il y en a qui sont obligés de le faire malheureusement avant d'en avoir, et j'imagine que c'est complexe, ouais.
Mais on n'est pas toujours obligé, non, de faire, de tout enlever. Non, c'est un choix. À partir du moment où on a été traité, après c'est un choix. C'est un choix de retirer les seins, c'est un choix de retirer, mais c'est fortement conseillé. Enfin moi on me l'a fortement conseillé. Passé mes 40 ans, de faire retirer les ovaires. Oui, tout à fait, parce que tu avais eu tes enfants, quoi. Oui. C'est compliqué, hein, tout ça. Oui, c'est compliqué parce que tout se fait dans un temps limité, donc voilà. Oui, c'est compliqué quand on a une fille, mais il va avoir, j'imagine que voilà, elle est encore toute jeune, il va avoir encore tellement d'évolution. Alors donc, j'imagine que tu as eu tous les traitements qu'on connaît. Ouais, bah oui, j'ai eu la cure. Alors je t'avoue que moi, je suis très mauvaise pour retenir le traitement, mais je pense que c'était un choix. Mon but c'était guérissez-moi, moi je fais mon job, faites votre job, et c'est vrai que voilà, oui, j'ai eu la cure, voilà, les 4, après j'ai eu les 4 et puis les 12, les 4 et voilà, puis les 4 mégadoses, voilà, et après toutes les semaines, et puis radiothérapie, opération. J'ai pas eu l'ablation, je crois que j'étais pas prête, et puis on a réussi à faire autrement, mais voilà, aujourd'hui j'ai pris la décision difficile de tout retirer en début d'année. Voilà, c'était une lourde décision, mais en fait ça tournait tellement en boucle dans ma tête qu'il a fallu que je la prenne une bonne fois pour toutes, parce que j'avais ce sentiment d'épée de Damoclès, hein, qu'on connaît tous, mais doublement renforcé ou triplement renforcé, je sais pas, par ce problème génétique. Et on t'a conseillé, en fait, c'est ce qu'on t'a conseillé aussi. Alors on me l'a conseillé, mais ça reste quand même quelque chose dont on laisse mettre de tes décisions, quoi. Et c'est un peu perturbant, parce que je me souviens, j'ai eu plein de rendez-vous avec le chirurgien. À chaque fois je revenais, à chaque fois il me disait bon alors vous êtes prête, et puis je m'effondrais en larmes, je disais ok, donc vous êtes pas prête. Et en fait j'attendais de lui qu'il me dise si faut le faire, mais en fait comme il disait je peux pas. Vous n'êtes plus malade, ce n'est pas mon rôle en fait de. C'est ça qui est compliqué, je trouve. Oui. Ouais. On aimerait parfois s'entendre dire oui, voilà. Bon, oui, exactement. Mais c'est voilà, c'est un. En fait, ça fait beaucoup de décisions. C'est-à-dire, est-ce que j'en retire un, est-ce que je retire les deux, est-ce que je prends les prothèses, est-ce que je prends ci, est-ce que je prends ça, est-ce que je fais bien, est-ce que je reste dans cet hôpital. Enfin, ça fait beaucoup de questions pour lesquelles on est seul. Je trouve que le cancer, c'est finalement énormément de choix à faire, et je trouve ça épuisant, quoi. Est-ce que tu es en paix avec ces décisions maintenant? Alors, je suis en paix. Je pense que j'ai encore le temps. Je pense que c'est pour ça qu'on a pris la décision de pas la faire tout de suite, de me laisser le temps, de m'y préparer aussi. Voilà, que j'ai le temps aussi de pouvoir en parler librement. Tu vois, là, j'en parle librement, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques temps. Donc voilà. Mais je sais que c'est une bonne décision. Voilà. Je sais que voilà, mon médecin a fini, sans que je lui dise, par me dire ce que j'avais envie d'entendre. C'était vous avez pris la bonne décision. Et à partir du moment où elle m'a sorti cette phrase avec un énorme sourire, malgré son masque, voilà, je me suis sentie soulagée d'un poids. C'est bien, c'est courageux. On pensera à toi en janvier. Alors, l'après-cancer. Oui. Comment était ton après-cancer? On va commencer comme ça déjà. Hein. Oui, alors en fait, j'ai l'impression que je l'ai plus su une fois que réellement j'ai commencé à mener l'enquête. Tu vois, sur cet après-cancer. Moi, après les traitements, j'ai pas eu ce sentiment que beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes ont, ce sentiment de solitude et d'incompréhension. Alors oui, je l'ai pas eu en tout cas par rapport à cet effet, ce qu'on dit blouse blanche, tu sais, où souvent, voilà, on est accompagné quasi quotidiennement pour ceux qui terminent avec la radiothérapie, donc tous les jours, cette espèce de routine qui est mise en place. Effectivement, moi j'avais cette routine, hein, puisque j'allais avec mon scooter, je déposais mes enfants à l'école, je prenais mon scooter comme si j'allais au boulot, tu vois, c'était toujours à la même heure, etc. C'est vrai que du jour au lendemain où on n'y va plus, c'est un petit peu compliqué. J'ai le souvenir de mon oncologue m'avait dit oui, faites attention à l'après. Mais voilà, c'est la seule phrase qu'il m'a dit sur l'après. Je savais pas du tout. Moi, je me dis mais quoi l'après? C'est bon, j'ai fini. Laissez-moi tranquille. Je retourne à ma vie maintenant. Et donc, pour revenir à cet effet blouse blanche, il y en a beaucoup qui effectivement se sentent seuls et totalement abandonnés en fait. Il n'y a plus personne autour de nous. Il y a cette sorte on n'est pas préparé par le corps médical et il y a la famille qui reprend aussi son rôle et espère que vous-même vous allez reprendre votre rôle et que ça y est, tout est derrière vous, donc on recommence quoi. Et bien c'est pas le cas parce qu'on est dans une sorte de période de transition, une période de rupture qu'il faut mener à bien et on sait pas forcément. Alors on a conscience qu'il y avait un avant.
et que là on est dans l'après, on n'est plus celui qu'on était et on n'est pas encore celui qu'on devient. Donc il faut le trouver quoi. Et bah voilà, on nous a pas prévenus. Donc c'est compliqué. Non, il y a un petit dessin, mais moi je le trouve absolument extraordinaire au tout début de Jérôme, de Jérôme Jacob, voilà, notre illustrateur. On le mentionne où il y a on voit la tête de la femme qui a eu un cancer. Alors ça pourrait être un homme et n'importe quel cancer. Oui. Et la famille qui est là avec des confettis et des bon retour dans ta vie. On voit une banderole avec toutes les tâches qui l'attendent. Ménagère et tout. Ménagère et j'ai trouvé ça mais absolument ce dessin est extraordinaire. Et si tu me le permets, je le mettrai quand même sur le site. Ah mais avec grand plaisir. Parce que Jérôme a fait un super boulot. Ouais. Ah oui, d'illustration dans ce livre dont on parlera, mais ouais. Et donc toi, qu'est-ce qui s'est passé après? Donc tu as été bénévole. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé en fait? Oui, en fait, moi, je suis pas rentrée dans les associations pendant les traitements. J'ai pas été sur les réseaux sociaux, mais peut-être qu'à l'époque, il y en avait beaucoup moins qu'avant. Je pense. Mais j'avais fait le choix de rester. C'est mon choix, hein, de rester. J'avais besoin de garder cet entourage, et peut-être que c'était une sorte de déni de ma part aussi de la maladie, je sais pas. Pourtant, je le subissais bien. Hein, j'ai quand même bien eu tous les effets secondaires qu'il fallait. Voilà, mais j'avais pas besoin de discuter avec des gens qui avaient la même chose que moi. Peut-être que j'aurais mieux fait finalement, mais bon. Par contre, après, oui, j'ai eu besoin peut-être de me reconnecter, me recentrer en tout cas. Et j'arrivais pas dans ma vie dite normale, il manquait quelque chose quoi. Donc je suis tombée sur effectivement une association pour laquelle j'ai été assez vite bénévole et pour laquelle j'ai rencontré énormément de patientes. Alors il y a plus de femmes hein, dans les associations que les hommes. Les hommes ont encore du mal à parler de leur cancer et encore moins de l'après. Et en discutant avec toutes ces femmes, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait toujours un certain nombre de problématiques qui revenaient comme ça, avec aucune réponse en fait, et qu'il fallait faire quelque chose parce que je ressentais énormément de souffrance et de non-dit. Enfin, c'était vraiment un moment d'échange en tout cas et de partage, mais on sentait que voilà, il y avait une totale incompréhension de la part de l'entourage, mais aussi de la part d'eux-mêmes en fait, ne comprenaient pas ce qui leur arrivait parce que c'est vrai que souvent on se sent coupable de se dire je vais mieux, ça y est, je suis guérie. Et encore, si on a entendu le mot guérison, hein, parce que dans le constat, il y a à peu près 30 ou 32%, je sais plus, de personnes qui ont entendu le mot guérison. Donc c'est pas non plus énorme. Hein. Et en plus, le mot guérison, on l'utilise. Enfin, ils sont très très frileux à l'utiliser. C'est rémission. Oui. Et encore rémission. Et encore. On ne l'entend pas, hein, mais. Moi, j'ai ni entendu le mot rémission ni guérison. Donc voilà. Donc c'est terrible parce que du coup l'entourage connaît ce mot. Donc souvent on te le ressort, elle était en rémission, mais en fait personne ne sait non plus vraiment quelle est la définition du mot rémission. Donc tout est flou quoi en fait. Hein. C'est plus un laps de temps. Rémission c'est un espèce de laps de temps où on espère ne pas avoir peut-être une récidive. Enfin c'est pas très clair. En fait tu étais bénévole dans cette association et les femmes se confiaient beaucoup. Les femmes et les hommes se confiaient beaucoup. À la base, on était là pour leur proposer des projets artistiques et sportifs. Et on les faisait rencontrer des artistes pour créer une œuvre. Moi, comme je viens d'un milieu artistique à la base, voilà, c'était aussi une façon pour moi aussi d'apporter une aide, ne sachant pas que j'étais moi-même en train de me reconstruire finalement aussi par le biais d'être bénévole. Et c'est souvent ça aussi, hein, être bénévole, c'est forcément on a envie d'aider et de soutenir, mais inconsciemment on a aussi besoin de ça pour se reconstruire, voilà, tout simplement. Et quelles étaient les problématiques? Bon, après, tu vas nous parler de ton livre, évidemment, mais qui étaient le plus souvent abordées? Il y avait surtout l'incompréhension de la famille, de l'entourage, beaucoup de solitude, et puis les problèmes, la fatigue qui reste quand même extrêmement présente après les traitements. Et encore, on dit le mot fatigue, mais moi je dis toujours, je sais pas, on aurait dû inventer un autre mot, parce que fatigue, c'est pas la fatigue qu'on connaît quand on est fatigué parce que ça fait 3 jours qu'on n'a pas dormi ou 2 jours. Enfin, c'est vraiment un épuisement physique, psychologique. Enfin, et voilà, tant qu'on l'a pas vécu, on sait pas on peut pas l'expliquer quoi. Et moi, je me souviens qu'on me disait toujours, ça va, t'es pas trop fatigué. Ça m'horripilait cette phrase parce que j'ai envie de dire mais tu comprends pas ce que ça veut dire fatigué en fait, tu vois? Parce que si je disais si je suis fatiguée, j'avais l'impression dans ma tête de dire non mais
c'est pas assez fort en fait le mot fatigue. Mais on pourrait même dire épuisement en fait. Épuisement total, ouais. C'est en fait cette imprévisibilité. On ne sait pas quand cet épuisement va tomber en fait. Et exactement. Dit, mais, voilà, je vais aller à une interview maintenant. J'ai peut-être en un coup, c'est comme un coup de massue quoi. Donc c'est ce que les gens disaient le plus. C'est des années après aussi pour certains. Oui, hein, oui. Ça, la fatigue, elle dure pendant un certain temps. Après, elle se diminue au fur et à mesure, mais et il faut pas hésiter à consulter parce que la fatigue peut affecter tous les troubles émotionnels et le mal-être et après la dépression. Enfin voilà, il y a tout un oui, c'est presque le point de départ en fait de plein de choses qui en découlent. Voilà, exactement. Donc il faut pas la négliger. Il y a des spécialistes qui sont là pour ça, comme pour la douleur. Hein. On a aussi beaucoup parlé de la douleur qui était extrêmement présente encore après. C'est pareil. Alors je dis pas qu'il y a la solution miracle, mais il y a des spécialistes. Faut se renseigner. Malheureusement, ce qu'on disait, c'est qu'une fois qu'on a passé le seuil de l'hôpital, après les traitements, on est seul, extrêmement seul. Alors de plus en plus, il y a des maisons qui ouvrent, comme les soins de support, etc. Mais c'est pas suffisant, mais heureusement, il y en a. Enfin, l'après-cancer est pris en compte, mais ça ne l'est pas totalement aux yeux de l'entourage, quoi. L'entourage, ils ont envie aussi que on passe à autre chose, et je les comprends. Mais c'est surtout eux, en fait, qui ont envie de tourner la page. Et j'imagine, il y a pas beaucoup de... C'est pas de la malveillance, en fait. Non, c'est pas. Non, et c'est c'est du manque aussi d'information. Et c'est pour ça que ce livre dont on parlera, enfin, je pense qu'il est accessible à tous et aussi à l'entourage. Et tu parles de douleur. Il y avait des femmes qui se plaignaient de douleur suite suite aux opérations, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que on dit la fin des traitements, ok, mais après il y a toutes ces femmes, notamment qui ont eu des ablations. Il y a toutes ces douleurs qui arrivent après. Il y a d'autres cancers qui ont aussi affecté tout le corps. Donc il y a toutes ces douleurs articulaires. Moi, à titre personnel, comme on m'a retiré les ovaires et les trompes, j'ai donc été ménopausée à 40 ans, donc fortement. Donc forcément, il y a tout ce qui s'ensuit après et les effets secondaires des traitements qui sont là, qui diminuent au fur et à mesure. Et chaque cancer, en fait, a toutes ces problématiques et ces douleurs, voilà, qu'il faut prendre en compte. Et pareil, qu'il faut pas laisser passer, quoi. Il faut pas hésiter à reconsulter. Il faut pas se dire oui, j'ai mal, c'est normal. Souvent aussi, les patients me disaient ça, oui, ça va passer. Et se mettre de côté. Non, il faut être acteur aussi de tout ça et pas se laisser. C'est bien que tu soulèves le c'est normal parce que c'est en fait un mot épouvantable parce que j'en parlais avec ma kiné qui disait que les patients disaient tout le temps oui mais bon c'est normal. Mais c'est normal. Les troubles cognitifs, c'est normal. En fait, non. C'est c'est un effet secondaire, mais ce n'est pas normal. Et je trouve ça vraiment bien que tu mentionnes. Alors, est-ce que il y a beaucoup ici, il y a beaucoup de chapitres et j'ai presque envie de les mentionner et voir en fait de quel chapitre tu as envie de parler parce que j'ai envie de mentionner pour que tout le monde l'entende en fait. Donc il y a la fatigue, la douleur, l'atteinte à l'image corporelle, les troubles de la sexualité, l'infertilité, un point quand même vraiment important, la peur de la rechute, ça très important. En fait, ils sont tous importants. Perturbations cognitives, les pertes de mémoire. On a quand même rigolé avant de commencer à enregistrer parce qu'on cherchait nos mots. Les troubles émotionnels et psychiatriques, l'après-cancer et les proches. Un nouveau regard sur la vie, le retour au travail, l'art après le cancer, dans l'après-cancer, le sport dans l'après-cancer, le mot de la fin. La place dans la famille, j'aimerais bien aussi. Ça, je ne sais pas où ça se trouve, dans quel chapitre. Si, c'est en fait, c'est dans l'après-cancer et les proches. Et les proches, voilà, exactement. Ouais. Déjà, je voudrais juste préciser en fait que ce livre. Donc qui était écrit avec Philippe, mon co-auteur, donc on est quand même deux, et on n'est pas que deux, en fait, on est nombreux, et je tiens à signaler parce que c'est un ouvrage qui n'aurait pas été là sans tous les témoignages. En fait, c'est un livre qui collaboratif, voilà, avec des témoignages de patients, donc tous les patients qu'on a rencontrés, Philippe et moi, pendant tout notre parcours de soins, de bénévolat, voilà, et des gens aussi, voilà, qui ont voulu intervenir, et puis des spécialistes. Donc sur chaque thème, vous avez des témoignages de patients et témoignages de spécialistes en fonction du thème dont on parle. Et puis une approche aussi sur le thème où on a fait aussi des recherches, on parle aussi des études qui ont été menées, donc voilà. Et c'est un livre
écrit simplement pour que toutes les personnes qui ont eu un cancer, on ne parle pas du cancer du sein, hein, c'est tout type de cancer, peuvent s'y retrouver. Et on le disait tout à l'heure, oui, on parle de l'après, mais on pense effectivement à toutes celles et tous ceux qui ont un cancer métastatique et autres. Enfin voilà, sur la durée, je pense qu'ils peuvent se retrouver aussi, bien évidemment, dans ce livre. Peut-être un petit mot sur Philippe. Oui, ça me fait plaisir d'en parler. Donc, Philippe, on s'est rencontrés, pareil, dans une association. Moi, j'avais déjà dressé, si tu veux, le thème de ce livre, qui au départ était plus destiné à être un documentaire, parce que je viens du milieu audiovisuel. Et puis, il y a eu le confinement, et tout premier confinement, et Philippe cherchait quelqu'un en fait pour un projet pour écrire. Donc, dans le cadre de cette association, on devait lui trouver un auteur. Et puis, moi, je lui ai parlé de ce livre, et il m'a dit, ouais, moi, ça me dirait vraiment de travailler là-dessus. Et donc, Philippe, quand on s'est rencontrés, il était en traitement, mais il avait eu différentes récidives d'une leucémie. Donc, il connaissait aussi ce parcours de l'après, malgré tout. Donc, on a travaillé comme ça à distance. Et puis, on avait effectivement chacun nos points de vue. Moi, j'étais une femme, lui, il était un homme. C'était des traitements différents, une approche différente. Donc, mais on avait une vraie complicité. Je dis on parce que voilà, Philippe nous a quittés depuis, mais c'était un projet qu'il a mené jusqu'au bout. Il nous a quittés très brutalement. Mais on avait déjà la date de sortie du livre, donc c'était compliqué pour moi à la suite de son départ, de me dire est-ce on arrête tout, quoi. Moi, c'était plus, j'avais plus envie de tout arrêter, ça n'avait plus de sens. Et puis, en fait, j'avais quand même toujours son discours en lui. Et puis, je recevais toujours des textos, des messages de lui jusqu'à la fin. Et on y croyait, quoi. Jusqu'à ce que j'ai effectivement sa femme au téléphone qui m'a dit non, faut continuer le projet, quoi. Ça, c'est une évidence. C'est le dernier projet de Philippe, donc je te laisse la possibilité de le porter jusqu'au bout. Donc, je suis très fière. Évidemment, je pense à lui tout le temps dès que je parle du livre, mais c'est quelque chose auquel il tenait énormément. Et apporter son témoignage. On lui rend un petit peu hommage aussi, hein. Je crois qu'il aurait été vraiment ravi que tu te battes comme ça pour ce livre et que tu en parles. C'est vraiment extraordinaire. Et j'imagine que voilà, tu as encore des contacts avec sa femme et oui. Tout ce beau projet avancé. Oui. C'est triste. Il avait quel âge, Philippe? Il avait une 50aine d'années. Alors, on va en brancher sur quelque chose dont tu m'avais parlé. C'était c'était la place dans la famille, les proches. Puis après, je te laisserai m'expliquer ce que tu veux m'expliquer du livre. Il y aura des informations évidemment sur la page du site. Je rementionne, donc c'est l'après-cancer, tout un programme, témoignages, accompagnement et solutions pratiques. Bon, je trouve ça, il est très très complet parce qu'effectivement, voilà, c'est des patients, c'est des experts, c'est des gens qui sont passés par là. Et donc les éditions InPress qui font plein de petits livres justement sur la fatigue après cancer et tout ça. C'est vraiment ça fait partie d'une collection en fait, cette collection qui est Et si on allait mieux, c'est ça, hein. Voilà, et si on allait mieux, dirigée par Sébastien Landry qui est sexologue mais spécialiste aussi dans tout ce qui touche au cancer. Voilà, c'est une nouvelle collection et effectivement, il y a beaucoup de sujets traités en profondeur avec des spécialistes. En fait, cette maison d'édition, elle est très focus sur la psychologie, sur la médecine. Voilà, il n'y a pas de romans, de choses comme ça. Et c'est la première fois, d'ailleurs, pour eux, qui prenaient des gens, je vais dire entre guillemets lambda, enfin des patients, quoi. En fait, oui. C'est souvent des spécialistes pour spécialistes les livres. Oui. Et du coup, ils étaient ravis. Mais si en plus je trouve une collection, ils sont petits, ils sont agréables à prendre partout. C'est un livre de chevet qui est vraiment sympa et la mise en page est hyper agréable, c'est aéré et puis tous les petits dessins, ça c'est. Oui, ça c'était chouette qu'ils aient accepté parce qu'ils ont changé beaucoup de choses en fait quand nous on a débarqué et ça c'était vrai, il y avait une vraie écoute et ça c'est hyper important. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un livre un travail vraiment d'équipe quoi. Même avec l'équipe de la maison d'édition, c'est pas pour faire de la promo mais
Ils sont toujours là, ils ont été ultra soutenants, même après la disparition de Philippe. Ils ont vraiment été là pour moi, tout en douceur. Voilà, ils m'envoient toujours des messages pour savoir comment je vais. Ils me soutiennent beaucoup. Ils regardent ce que je fais parce que j'ai aussi la page de l'après-cancer. Oui, sur Instagram. Voilà, sur Instagram. Et ils envoient toujours des messages. Enfin, ça, c'est vraiment chouette. Et puis, il y a le travail de Jérôme Jacob, l'illustrateur. Pareil, quoi. Ils ont accepté de rajouter des dessins alors que d'habitude, ils mettent pas de dessins. Et ils ont compris, en fait, quelle était l'importance. Et je pense que ça a une réelle importance, ces dessins, pour mettre un petit peu de fun aussi. Et ça parle tout de suite. C'est juste un trait de crayon, mais qui parle et qui peut faire sourire tout de suite les gens. Tu disais que lui aussi, il avait eu un... Alors lui aussi, oui, c'est comme je disais, c'est un travail d'équipe. Et lui, c'est sa femme. Sa femme qui a été touchée par un cancer du sein. Et lui, sa façon, en fait, d'extérioriser tout ça, c'était le dessin. Donc, j'avais vu des livres qu'il avait sortis par rapport à ça, par rapport spécifiquement au cancer de sa femme, qui étaient très drôles, qui étaient très cru, très trash, mais voilà, qui avait une vraie sincérité et il trichait pas, quoi. Et quand je lui ai proposé le projet, sa femme était en récidive. Il travaille en collaboration avec elle. C'est ça que je trouve ça aussi super, c'est qu'elle donne son aval à chaque fois. Et ça se sent tellement dans les écrits que c'est vraiment un projet collaboratif de personnes qui ont vécu. Bah tant mieux. Ouais. Ouais. Alors on va un peu plus parler du contenu, hein. Oui, vas-y. Voilà. Des proches. Ouais. Voilà, la place dans la famille. Qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à ça? Alors la place dans la famille, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est extrêmement complexe puisque effectivement la famille a tendance à vouloir d'un seul coup tirer un trait, quoi, et fermer la porte. Enfin, en tout cas, refermer le livre. Et effectivement, je pense que la famille et les proches ont été en apnée pendant un certain temps parce qu'il faut pas les oublier. Hein, pour beaucoup, c'est quand même extrêmement compliqué. Pour le conjoint quand il est présent, ce qui n'était pas mon cas. J'ai souvent entendu aussi les proches dire on nous demande jamais nous comment on va, quoi. On nous demande toujours, et c'est vrai que c'est important. Et du coup, quand les traitements se terminent, ils ont envie aussi eux-mêmes de revivre, mais de revivre tout de suite. Et du coup, il y a cette place nous-mêmes en tant qu'anciens malades dans la société à reprendre, et puis au sein de la famille. Pour ceux qui ont des enfants aussi, c'est très compliqué parce que même les enfants, malgré tout, sans le savoir, étaient toujours sur le qui-vive aussi. Malgré tout, ils ressentent aussi les émotions, et là, on a l'impression que tout se relâche, quoi. Moi, je me souviens, les miens, d'un seul coup, là, les caprices, tout reprenait. On vous reprenait tout dans la tronche. Oui, il y a le malade qui doit retrouver sa place, mais les enfants doivent retrouver des places d'enfants. Exactement. Aussi, en fait, donc. Exactement. Il faut prendre conscience qu'effectivement, on va pas pouvoir reprendre sa place. Voilà, il faut pouvoir l'amener aussi aux proches et leur expliquer ce qui se passe. Parce qu'il faut déjà savoir ce qui se passe en nous, en fait. C'est ça la problématique de l'après. C'est de savoir toutes les problématiques, en prendre conscience, et pour pouvoir ensuite mener de fond chaque problématique. Parce qu'on se reprend toute une vague d'émotions aussi. Et on se reprend aussi tout ce qu'on a vécu parce qu'on est dans ce tunnel. En fait, tu sais, moi, j'ai cette image de combattants là dans les tranchées qui, une fois que la guerre est finie, ils se relèvent et puis là, ils regardent autour de lui et ils se rendent compte que tout est complètement à plat, il reste plus rien, et toi, t'es là, t'as survécu, t'as des blessures et t'avances, mais tu sais pas où t'avances. Et c'est un peu ça, quoi. Non, d'un seul coup, tu dois te relever, tu dois avancer, mais tu sais pas où. Tu vois la lumière au bout, là, ça y est, tu la vois vraiment, mais tu sais pas quel chemin il faut prendre. Et puis t'as tout le monde qui revient là sur toi en disant ouais, ça y est, t'as gagné. Tu vois l'image. Voilà. Et toi t'es là, ouais, merci les gars, mais waouh, je sais pas où je vais. Et donc voilà. Et donc il faut reprendre petit à petit. Il faut reprendre confiance en soi. Ça c'est important et primordial. Il faut se réapproprier son corps. Voilà, savoir aussi professionnellement reprendre le temps aussi de reprendre le boulot et pas se replonger peut-être tout de suite dans le travail parce que ça peut être aussi très très traumatique. Voilà, mais ça c'est un autre sujet. Mais par rapport à la famille, il faut de nouveau en parler. Ne pas hésiter aussi à consulter parce que je me suis rendu compte et on se rend compte aussi avec les études que beaucoup vont consulter 5 ans après. Tu vois, ils ne vont pas consulter. Alors, ils consultent peut-être pendant, mais comme après, on n'est plus soutenu financièrement, beaucoup laissent tomber parce que voilà, à l'hôpital, il faut laisser la place aux nouveaux arrivants, malheureusement, et du coup, il n'y a plus de suivi.
psychologique. Et je pense que c'est primordial, en tout cas après, d'être soutenu et d'avoir encore une écoute et voilà, d'avoir un soutien et de pouvoir, oui, effectivement, en parler et dans sa place aussi de couple. Voilà, reprendre sa place dans le couple, c'est pas évident puisque il peut y avoir effectivement ces troubles le trouble de la sexualité parce que on n'a pas encore réapproprié son corps, on a une perte de confiance en soi, on a la peur peut-être de cette récidive, on n'a pas encore retrouvé tous ses repères. Donc chaque chose, moi je dis chaque chose en son temps et chaque chose, non pas une solution miracle, mais il y a des solutions. Voilà, il y a des spécialistes pour. Si vous avez des problèmes sexuels, n'hésitez pas à aller voir un sexologue, n'hésitez pas à aller voir une kiné spécialiste aussi, il y en a spécialistes de l'après-cancer qui peuvent vous aider aussi à retrouver les sensations du toucher, des problèmes de sécheresse pour les femmes. Enfin voilà, il y a des solutions. Ce que je trouve vraiment extraordinaire en fait avec ce livre, c'est déjà cette prise de conscience, de pas se sentir seul. Voilà. Et c'est ce que tu reçois énormément de messages. Voilà, exactement. C'est les personnes qui ont lu le livre, la première chose qu'elles m'envoient comme retour, c'est je ne me sens plus seule. Et ça, c'est fou. C'est toujours les premières lignes que je reçois. Donc, je me dis, il y a vraiment un manque de communication là-dessus, quoi. Mais vraiment, et beaucoup d'émotions. Il y a une jeune femme qui m'a laissé un message à 5h du matin, un vocal en larmes parce que d'un seul coup elle se sent plus seule, quoi, et qu'elle comprend ce qui lui arrive aussi. Voilà. Alors nous on n'a pas la solution miracle. C'est une dimension oui, c'est ça, c'est de comprendre en plus parce que tu dis qu'il y a énormément de personnes qui ne comprennent pas exactement oui. Oui, parce que quand on est très active, toutes les filles qui sont actives sur les réseaux sociaux, etc., elles sont peut-être très entourées, elles discutent beaucoup entre elles, donc je pense qu'elles passent par l'après-cancer comme nous toutes, mais peut-être moins. Mais il y a des gens aussi, voilà, elles ont vécu ou ils ont vécu leur traitement et puis voilà, elles sont pas forcément actives sur les réseaux, etc. Et du coup, c'est extrêmement compliqué, quoi. Donc effectivement, c'est une sorte d'accompagnement, peut-être un court temps, sur 2 heures de temps à lire ce livre, mais je pense qu'il y a un déclic qui se fait. Ok, ce qui m'arrive, c'est normal. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qui m'arrive, c'est normal. Et finalement, il n'y a pas qu'à moi que ça arrive, donc je ne suis pas seule. Et en plus, si elles peuvent se dire, d'accord, il y a une solution, ok. Et alors, tu apportes des solutions pratiques aussi, mais déjà de pas moi. Non. Dans le livre, ouais. Et déjà de ce en fait, le pas déjà de se dire je vais consulter parce que c'est un problème qui est fréquent, je ne suis pas la seule à l'avoir, ou le seul à l'avoir, c'est déjà énorme. Alors effectivement, il n'y a pas de liste dressée. Souvent, quand on va à l'hôpital, on va dire j'ai mal, j'ai besoin. Oui, vous avez besoin de la kiné. Je vais vous donner. Moi, je me souviens, on m'avait donné une liste de kiné. Bon super. Du coup, je regarde autour de chez moi, mais quand on part de l'hôpital, une fois que les traitements, on vous dit pas voilà, vous avez une liste, voilà, si vous avez telle chose. Non, en fait, on n'a rien, absolument rien. Et c'est dommage. Je pense qu'il faudrait limite avoir une consultation de départ, en fait. Tu vois, pour boucler la boucle et se dire, ok, maintenant on part sur un autre chemin, effectivement, et voilà ce qui peut nous arriver ou pas, hein, forcément. Enfin, moi, je suis pas là pour dire attention, ça va être la galère après, mais effectivement, et voilà, il se passe des choses, quoi. Il faut savoir aussi faire le deuil de tout ce qui nous est arrivé. Alors, quel est le chapitre qui te parle le plus de ton livre ? Alors, qui me parle aussi bien positif que le négatif. Moi, j'aime bien insister sur les troubles de la sexualité parce que je trouve ça extrêmement important. Pour dire, parce que j'ai remarqué quand je posais toutes ces questions, c'était des choses auxquelles les gens avaient du mal à parler. C'est pour ça que j'interviens moi-même. J'ai mon propre témoignage parce que c'était quelque chose d'extrêmement tabou. Et moi, je trouve que le problème, c'est qu'on se réfère trop aux effets secondaires. Voilà, tout de suite, quand on a la chimiothérapie ou quand on a la ménopause forcée, voilà, on va vous dire voilà, il va y avoir des effets secondaires. Bon, qu'est-ce que ça va être ? Voilà, vous allez avoir plus de libido. Enfin, limite, on vous dit pas peut-être que non, on vous dit il y aura plus de libido, il y aura plus ci, il y aura plus ça. Donc forcément nous on l'intègre en fait, hein, et on se dit voilà, donc je n'ai plus de libido, je n'ai plus ci, je n'ai plus ça. Et c'est totalement faux en fait. Moi j'ai pendant les traitements, j'ai subi
Et après les traitements, je m'étais dit c'est terminé en fait. J'arrête de subir tout ce qu'on me dit et je veux être moi-même maître de ce qui va m'arriver. Donc effectivement, on peut pas non plus passer à côté de tout. Voilà, on peut pas contrôler le corps entièrement, mais moi je m'étais dit non, il n'y a pas de perte de libido, sécheresse, etc. Alors je sais pas si ça a un lien ou pas avec le fait que je n'en ai pas eu. Je n'ai pas eu de perte de libido, je n'ai pas eu de perte de... Ce n'est pas une fatalité, c'est ça qui Exactement. est important à dire. Ouais. Voilà, et je trouve que voilà, c'est important de le dire, qu'on peut aussi l'amener, enfin que les médecins peuvent l'amener différemment, et se dire ça n'arrive pas forcément en fait. C'est déjà une autre manière de présenter les choses en fait. Exactement, parce que c'est possible aussi d'y arriver sans. Alors après, il faut se réapproprier son corps, effectivement. Il faut accepter le regard de l'autre. Il faut se laisser, faut lâcher un peu toutes les barrières qu'on s'est mises déjà bien avant les traitements, en tant que femme, bien avant la maladie. Et voilà, faut un lâcher prise pour pouvoir profiter un minimum. Donc ça, c'est hyper important de se dire que c'est pas une fatalité. Marion Opomerol, qui travaille à Gustave Roussy, elle en parle beaucoup de toute cette réinvention de la sexualité, une sexualité autrement, que ce n'est pas une fatalité, que c'est important aussi de savoir où en était le couple avant. Parce que tout à fait. Voilà, il y a plein de choses comme ça, mais c'est simplement d'en parler en fait, d'en parler, de voir ce qui est possible, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire pour s'aider. Et il y a des solutions. Il y a des solutions. Il y a des solutions et je pense qu'il faut pas le mettre non plus. Enfin, les médecins ont pareil quoi. C'est vraiment, effectivement, ils sont là pour nous sauver. Donc bon, certains ils en parlent mais brièvement, mais c'est voilà. Et c'est pareil, c'est des consultations qui devraient pas être automatiques ou voilà. Il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de parler de sexualité et je comprends tout à fait. Et il y en a d'autres qui du coup se sentent gênés au même titre que la perte des cheveux, tu vois, ils osent pas dire que c'est leur perte de féminité, ils se sentent oui, c'est superflu, donc non, c'est important quoi. Si pour toi les cheveux c'est important, si pour toi la sexualité est importante, il faudrait que tu aies la possibilité d'en parler. Donc comme on le disait tout à l'heure, il y a des centres, des maisons de l'après-cancer qui ont ouvert depuis, mais pas partout malheureusement, c'est souvent dans les grandes villes. Et donc je pense à tous ces gens qui habitent partout quoi, en fait dans des petits villages, voilà. Donc on y a tous droit. Je leur conseille tous de downloader Instagram et d'aller visiter ta page après.cancer. Alors, j'aimerais bien que tu me parles un tout petit peu des perturbations cognitives et des pertes de mémoire, parce que ça, c'est quand même très, très souvent rapporté, quasi tout le temps, en fait. Alors moi, je me sens pas spécialement concernée parce que j'ai continué à écrire et tout ça, mais c'est vrai que régulièrement, comme je te racontais avant le podcast, je doute sur certains mots, certaines phrases que j'avais pas avant. Pour certaines personnes, c'est très, très, très sérieux. Si elles ont eu c'est pareil de chimio, qu'est-ce que tu dis par rapport à tout ça? Mais c'est très simple, ce que je dis, c'est aller consulter. Enfin, n'hésitez pas à en parler à votre médecin à l'hôpital. Il y a aussi au sein des hôpitaux des spécialistes. Alors, ils sont pas là souvent, mais il peut y en avoir des spécialistes de la mémoire et qui, du coup, peuvent vous faire passer un test. N'hésitez pas non plus à prendre des notes, en fait. Il faut pas hésiter, en fait, parce que moi, j'avais consulté effectivement et il me disait de prendre des notes. À chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de bizarre, comme aller dans le frigo, fermer le frigo, rouvrir le frigo et de se dire mince, qu'est-ce que j'allais faire déjà? Bon voilà, hop, tac, je le note. Voilà, là j'ai merdé. Quand j'ai oublié un mot, enfin voilà, il faut tout noter pour voir la progression en fait, parce que effectivement la chimiothérapie peut effectivement engendrer des problèmes de mémoire. Pour certains, ça revient petit à petit, mais justement, c'est en notant qu'on se rend compte que ça va de mieux en mieux. Et pour d'autres, soit ça empire malheureusement, soit ça stagne. Et il peut y avoir des solutions. En tout cas, on peut faire après un test avec le neurologue, faire des tests spécifiques de mémoire. Pour ensuite avoir soit des traitements, soit des exercices spécifiques à faire. Voilà. Donc tu parles d'une rééducation carrément. Oui. Donc il y a toujours une possibilité de faire une rééducation. Oui, mais pas tarder non plus. Il faut pas. Dès après les traitements, on se rend compte que problème au niveau de la mémoire, qu'on cherche ses mots, on oublie la définition d'un mot, ou comme tu disais tout à l'heure en off, on n'arrive plus à savoir si cette phrase elle est correcte, pas correcte, française. Enfin voilà.
Moi, je jouais beaucoup à Pyramide. Je sais pas si vous connaissez cette émission, ce jeu en France, en Belgique, en 3 mots. Tu sais, où on disait, tu sais, quand tu cherches ton mot, t'es là en 3 mots, et puis c'est l'autre qui doit deviner le mot que t'essayes de dire. Donc on te donne 3 mots et tu dois trouver un mot. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que le nombre de fois où je n'arrivais pas à trouver mes mots, c'est fou. Et encore aujourd'hui, quoi. Et donc là, on a constaté qu'en faisant des exercices, on arrive à améliorer tout ça. Oui. Ouais, tout à fait. Ça revient. Oui, parce que les exercices de mémoire. J'ai invité sur le podcast Marielle qui disait que elle arrivait plus à lire des livres. En fait, elle s'était lancée dans des podcasts. Elle s'était lancée. Nous avons un petit chat invité sur le podcast. Comment s'appelle-t-il? Nova. Nova, ok. Je sais pas ce qu'elle veut, elle est pénible, pardon. C'est pas grave, mais c'est plutôt mignon. Non, et elle disait qu'elle arrivait plus à lire de livres et qu'elle s'était justement lancée dans des podcasts, lancée plutôt dans des séries sur Netflix et tout ça pour continuer à la stimuler, et que voilà, c'était un peu sa manière aussi de continuer mais c'est bien en fait, parce qu'elle connaissait pas tout ce monde du podcast, et c'est vrai que c'est agréable. Il y a des livres audio, il y a des histoires, c'est bon aussi pour la mémoire. Donc voilà. Mais ça, c'est bien que tu en parles, parce que c'est vrai que les gens ne savent. Enfin, c'est le fameux chemo brain, hein, c'est ça, hein, qui dure encore du temps. Alors aussi, le retour au travail, c'est à Magali Mertens nous en a beaucoup parlé dans le podcast. C'est bien que tu en parles dans le livre. J'aimerais que tu parles de l'art dans l'après-cancer et du sport dans l'après-cancer. L'art, en fait, moi je viens d'un milieu artistique, donc effectivement ça avait du sens pour moi, mais en tout cas ce que je peux dire, c'est que ça peut avoir du sens pour tout le monde en fait. On n'a pas besoin d'être un bon dessinateur ou une bonne dessinatrice, ni de savoir peindre, ni forcément être super bon musicien. Voilà, tout le monde peut y avoir accès. Et ce que on a constaté, c'est qu'effectivement l'art pendant mais aussi après, pouvait permettre de se reconstruire et de se reconnecter en fait à soi. Ayant travaillé donc en tant que bénévole, effectivement le rapport entre l'artiste et le patient était assez fort de sens, puisque chacun se nourrissait en fait des expériences de l'un et de l'autre, et ça permet aux patients en fait de pouvoir parler de la maladie autrement. En fait. Oui. Et du coup de pouvoir prendre ce recul et de le rendre beau d'une certaine manière en fait. Donc je sais que l'écriture a beaucoup aidé beaucoup de gens. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui écrivent des livres, hein, forcément. Mais c'est pareil. Je sais que Philippe, lui, organisait des séances d'écriture, et grâce à ces séances d'écriture, il y a beaucoup de femmes qui se sont découvertes en fait cette passion quoi pour l'écriture, sans pour autant être des grands auteurs, mais voilà, le fait de mettre des mots sur des mots, ça peut apaiser en tout cas. Et puis pouvoir créer aussi, ça permet aussi de se dire je sais pas, d'avoir fait quelque chose en fait de sa maladie quoi. Et tu conseilles quoi, comme des ateliers dessin? Ouais, les ateliers, je pense que c'est bien. Et les ateliers, alors après tout dépend à quel stade de la maladie on est. C'est vrai qu'on a toujours besoin d'être accompagné aussi alors il y a des thérapeutes, donc là pour le coup les thérapeutes sont vraiment spécialisés pour ça, et il y en a de plus en plus aussi qui font ça après les traitements, parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement l'après est important. Donc il y a des ateliers qui ouvrent de plus en plus. Oui, je vois Christelle de l'art en Montsin. L'art en Montsin. Oui, c'est ça, qui des ateliers théâtre. Oui. Le théâtre, c'est super aussi alors le théâtre pour vraiment parce qu'on apprend à se toucher aussi, à faire travailler son corps. Moi, je me souviens avoir eu des cours où justement on ne parlait pas et on devait tout faire deviner à l'autre par le corps. Et quand vous venez de subir les traitements où justement vous avez envie plutôt de mettre votre corps en retrait, on se le trimballe là comme un boulet, d'un seul coup il faut reconnecter l'âme et le corps, et c'est hyper important du coup et passer par le théâtre, c'est super.
J'avais même fait des cours de clown par des ateliers et c'est pareil, c'était vraiment là pour le coup le lâcher prise quoi, de pouvoir rire de soi, rire de la maladie. C'est une façon. C'est pas parce qu'on n'était pas du tout versé dans l'art avant que c'est vraiment une. Non, faut pas avoir peur d'essayer. Oui. Tout à fait. Trouver des ateliers autour de chez vous, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'associations qui font ça maintenant. Au moins de tester quoi. Dans le cadre de la maladie, oui, maladie. Oui, quoi. Oui. Après, il y a des ateliers, voilà. Après, on peut s'inscrire à n'importe quel atelier si on n'a pas non plus envie d'être entouré de gens qui ont été malades, voilà. Mais c'est toujours une première approche. En fait, c'est comme le sport. Hein. C'est toujours bien d'aller peut-être au départ où on pense qu'on va être regardé différemment. On sait qu'on va faire attention à la position de notre corps parce que le prof de sport sait qu'on a eu telle ou telle chose. Et puis, on est entouré de femmes qui ont subi ou d'hommes qui ont subi la même chose que soi. Mais après, c'est bien aussi de retrouver peut-être une salle de sport un peu plus classique quoi. Et se fondre. Oui, tout à fait. Peut-être dans un premier temps, c'est vrai que c'est peut-être plus rassurant surtout avec des gens qui ont eu la même chose et puis le sport dans l'après-cancer. Oui, alors le sport dans l'après-cancer, moi vous avez un livre justement dans cette collection qui est vraiment basé sur le sport et l'après-cancer. On dit souvent que le sport est important pendant, évidemment, il est important après. Je suis hyper mal placée. Non mais attends, mais moi aussi, c'est ça qui est épouvantable, c'est que moi je mets un casque sur la tête et je vais écouter un podcast et je vais marcher, mais je me dis c'est déjà bien. Hein. Le nombre de fois où je me suis inscrite dans les salles et tout, je suis hyper motivée et j'y vais et puis après je me dis merde, il faut que j'y aille juste après, puis j'y vais pas. Alors que j'étais une vraie sportive avant. Et qu'est-ce que tu fais là maintenant en fait? Tu marches. Oui, t'es déjà. Ouais, je marche. Surtout depuis qu'on m'a volé mon scooter, je marche. Bien, bonne chose. Non, je marche. Non, mais c'est mon but, mon projet, c'est de me réinscrire en salle de sport. Ouais. Non, mais vraiment, parce qu'avant je faisais vraiment mais en fait, j'ai vachement cherché. C'était, mais je le trouve plus. C'était la boxe. Moi, j'avais fait beaucoup de boxe et beaucoup de ce qu'on appelle lady boxing aussi. Je faisais boxe française et lady boxing. Bon, la boxe française, maintenant, je suis trop vieille pour pouvoir en faire, mais je trouvais que le lady boxing, c'était vraiment quelque chose qui faisait travailler tout le corps et je suis persuadée encore aujourd'hui, mais après c'est une question de timing par rapport à mes enfants en fait. Mais c'est pas une excuse. On aime bien quand il s'agit de sport. Hein. Mais ça permet de travailler tout et de relâcher les tensions, et de frapper dans un sac et de faire travailler les abdos, les bras, les jambes. C'est libérateur, quoi, parce que. Oui, c'est génial. On avait un week-end cancer là dans le cadre d'Octobre Rose et il y avait une association qui était là. C'était de la boxe pour les malades du cancer. Oui. Avec quelqu'un, donc pas que dans un sac, en fait, avec quelqu'un aussi. Et on voyait des femmes qui se lâchaient, mais pendant la maladie, donc comme si elles combattaient cette maladie. Et je trouve ça absolument génial. Enfin, j'imagine qu'à Paris, il doit y avoir des associations aussi de boxe, peut-être avec. Oui, et après c'est toujours le problème de où c'est situé, parce que c'est toujours ça. Je trouve le problème aussi dans le. Là, je rêvais d'en faire, mais c'est tellement loin de la maison que aller faire 1 heure de trajet pour aller faire de la boxe, c'est pas. Mais bon, la marche, tu conseilles déjà. C'est bien déjà la marche. De toute façon, oui, il faut marcher au moins une bonne demi-heure par jour, de ce qu'on disait. En tout cas, je pense que le cardio, il faut le reprendre petit à petit. Voilà, mais il faut pas que ce soit forcé. Bon, tout honnêtement, je pense que le sujet sur le sport, je suis pas. Mais c'est dans ton livre. Mais on le sait en plus. Mais je recevrai quelqu'un sur le podcast. Ouais, je sais pas s'il faut le mettre celui-là. Donc voilà. Alors, question piège. Moi, est-ce que tu aimerais terminer ce podcast? J'aimerais juste le terminer tout simplement. C'est peut-être redondant, mais de dire à toutes ces femmes et ces hommes qui sont en fin de traitement et qui sont dans l'après, c'est vraiment de se dire ne vous êtes pas seul, ce qui va vous arriver ou ce qui vous arrive, c'est normal. Le fait d'être entre deux eaux, quoi, comme on disait, vous serez plus celle d'avant. Ça, faut apprendre à faire le deuil. Et vous n'êtes pas encore celle que vous allez devenir, mais voilà, c'est tout un travail là-dessus et surtout communiquer sur avec votre entourage, avec votre conjoint, avec vos enfants sur ce qui va. Voilà, vous avez fini les traitements, mais
c'est pas terminé. Faut pas avoir honte de le dire. Je pense que c'est hyper important et de pas avoir honte de soi aussi, de pas se sentir bien, voilà, et d'aller consulter. Mais pas forcément une psychologue, hein. Aller consulter votre médecin traitant, déjà, c'est déjà pas mal. D'aller consulter une kiné, votre gynécologue, d'aller consulter un spécialiste de la douleur, enfin voilà, faut pas hésiter à communiquer. Ouais, c'est déjà la première étape, en fait, de simplement déjà en parler, se sentir moins seul, mettre des mots sur les mots. Oui. Et, écoute, Gersande, merci 1000 fois. On devait le faire en vrai, on devait le faire en présentiel, mais on n'a pas pu le faire. Et Covid est passé. Covid est passé dans ta famille, donc merci vraiment de tout cœur. Je me réjouis de mettre vraiment toutes les informations sur le livre qui est. Alors, je suis pas du genre à faire de la promotion, mais celui-là, vraiment, il faut l'acheter. L'après-cancer, tout un programme, il faut qu'il traîne partout pour que pour que les accompagnants, mais pas que, en fait, tout le monde sache que l'après-cancer est une réalité, parce que finalement, on est une femme sur 4 à avoir un cancer, donc tout cancer confondu, et idem pour les hommes. C'est une réalité dont il faut être au courant. Et vraiment merci à toi. Une pensée tout émue pour la famille de Philippe. Vraiment merci en tout cas. Merci Delphine. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.